Ces thématiques de la mort, hein, du deuil, me fascinent, on va dire, ou m'interpellent depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 5 ans. Après, j'ai vécu bien sûr une sortie du corps à l'âge de 14 ans, où j'avais aussi créé des interférences avec la chaîne IFI. C'est les témoignages qui m'ont, arraché d'une dépression sévère, et de deux, qui m'ont fait renoncer à me suicider, donc c'était pas rien. Ce nouveau film, Témoin, où je vais à la rencontre de scientifiques, de sceptiques, et je vais proposer des témoignages troublants, comme des aveugles de naissance, des sourds-muets. Cette thématique, elle touche tout le monde. Peut-être des fois, on manque d'humilité, on dit « Oh, on a tout entendu dans les EMI ». Eh ben, la vie, elle te dit « Tac, elle te met sur le chemin un témoignage où tu pleures. » Et tu réussis encore à être ému parce que t'as un témoignage qui te bouleverse, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Voyage Astral Gaïa Méditation. Aujourd'hui, on va parler expérience de mort imminente. Je sais que c'est un sujet que vous appréciez et pour cela, on va accueillir Sonia Barkala, qu'on a déjà reçue sur la chaîne principale il y a quelques temps de cela. Sonia Barkala qui va nous parler de son nouveau film Témoin. Bonjour Sonia, comment vas-tu ? Bonjour Romain, ça va très bien, je te remercie. On t'avait eu il y a quelques temps de cela déjà pour parler de ce sujet passionnant. Tu nous avais retracé ton parcours, qu'est-ce qui t'avait poussé à t'intéresser aux expériences de mort imminente. Bien sûr, il y a des gens qui te découvrent aujourd'hui. Est-ce que tu peux brièvement te présenter ? Alors oui, effectivement, je m'intéresse depuis plus de 20 ans aux expériences de mort imminente, mais ces thématiques de la mort, hein, du deuil, me fascinent, on va dire, ou m'interpellent depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 5 ans. Du genre, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, mais aussi, disons qu'à l'âge de 11 ans, je perds mon grand-père, et puis on me met entre les mains assez rapidement le livre de Moody, La vie après la vie, qui m'avait à l'époque beaucoup interpellé, beaucoup apaisé. C'est plutôt le mot. Après, j'ai vécu bien sûr une sortie hors du corps à l'âge de 14 ans, où je flottais au-dessus de ma chambre d'ado et où j'avais aussi créé des interférences avec la chaîne IFI. Mais ça, je l'avais déjà raconté. Je me disais qu'on était tous électromagnétiques. C'était la réflexion qui m'était venue. Et puis, pourquoi je me suis énormément intéressé aux EMI, c'est suite au film documentaire de Raymond Moody, qui a été adapté du livre de Raymond Moody, La vie après la vie. C'est les témoignages qui m'ont, arraché d'une dépression sévère, et de deux, qui m'ont fait renoncer à me suicider, donc c'était pas rien. Et ça a suscité, en gros, ça a confirmé mon désir de devenir réalisatrice et de me lancer moi-même dans cette aventure de réaliser moi-même un film sur les EMI, avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique. Ça, j'y tiens. Voilà. Oui, et le Voilà. film Faux Départ également. Le film Faux Départ qui Ah oui, il aujourd'hui fallait pas. fait office même de référence, c'est un film qu'on montre également dans certains hôpitaux également, non? Alors le premier, le plus connu, on va dire que c'est le CHU de Strasbourg, hein, qui l'utilise depuis pas mal d'années maintenant aux étudiants en médecine. Et on l'avait aussi utilisé aussi au CHU de la Timone dans une unité de soins palliatifs. Voilà, mais voilà, donc il y a eu 2 colloques. J'ai réuni, si tu veux, les grands spécialistes du sujet il y a quelques années. Bien, il y avait une web TV à l'époque aussi en 2015, et puis maintenant ce nouveau film Témoin, qui est mené un peu comme une enquête, hein, une enquête policière, où je vais à la rencontre de scientifiques, de sceptiques, convaincus ou pas, et je vais proposer des témoignages troublants, comme des aveugles de naissance, des sourds-muets, et je recueille un peu l'avis de ces scientifiques sceptiques pour avoir leur avis. Parce que, en gros, c'est quoi? On se pose la question, quelle est la valeur d'un témoignage aux yeux des scientifiques? Et en fonction de leur argument, je leur amène des témoignages corroborés par des soignants, et je construis, on va dire co-construis avec eux, un dispositif scientifique qui va permettre, ou pas, c'est pas, l'avenir nous le dira, de tester en tout cas si ces expériences sont des hallucinations ou une autre réalité. Voilà. Tu sais, c'est un sujet qui m'a toujours passionné avec les sorties hors du corps que je vis depuis de nombreuses années, etc. J'essaye régulièrement de m'interroger par rapport au lien entre ces différentes expériences, sachant que la sortie hors du corps est souvent l'un des symptômes que l'on peut ressentir quand on vit une expérience de mort imminente. Et donc, ça fait un moment que je suis le sujet. J'ai été voir ce film Témoin, formidable film. Vraiment, merci Sonia pour le travail que tu as mis à l'œuvre pour réaliser ce film, pour le produire également. Qu'est-ce qui t'a poussé, donc après le premier film Faux Départ, à faire ce second film? Ce qui m'a poussé, c'est que, selon moi, il manquait des témoins. Voilà, c'est pour ça que c'est le titre du film, hein. Mais il manquait des preuves tangibles, parce qu'on avait souvent
on a souvent des témoignages extraordinaires, des témoignages très très forts, des gens qui disent avoir eu des perceptions en dehors de la salle d'opération, dans d'autres pièces, mais on manquait un peu de preuves, si tu veux, de gens pour confirmer que les perceptions des patients étaient réelles, quoi, tu vois. Et on n'en avait pas, finalement. Si tu fais le tour, on a beaucoup de témoins à la rigueur de gens où la scène se passe dans la salle de réa ou la salle d'opération, mais en dehors de la salle d'opération, bah, on n'avait pas. Et souvent, c'est dans des livres, dans des films, on en a eu très peu, et ce qui se passe, bah, c'est soit des membres de la famille, soit c'est des soignants, mais dans la salle de réa. Mais après, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Et donc, je me suis posé la question si justement, on pouvait pas creuser et puis avoir rapporté et puis enquêter puis rechercher ces personnes-là, parce que je pense que c'est très important. Ouais. C'est vrai, ce film est vraiment mené comme une enquête. Bien sûr, je vais pas spoiler, mais on remarque bien aussi derrière que tu essaies de rester neutre par rapport au phénomène. C'est pas non plus juste dire, voilà, l'expérience de mort imminente, c'est juste quelque chose de merveilleux, etc. C'est vraiment derrière, tu fais intervenir beaucoup de chercheurs par rapport à ce phénomène, etc. On peut remarquer quand même globalement, bon, je pense que c'est pas spoilé, mais juste de dire que déjà, l'expérience de mort imminente aujourd'hui, c'est plus considéré comme de la folie, hein. Je pense que la plupart des chercheurs aujourd'hui s'accordent à dire qu'effectivement, les personnes vivent bien quelque chose. Maintenant, là où ça fait débat, c'est toujours la nature de l'expérience vécue. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il se passe quelque chose, mais ils savent pas l'expliquer. Alors qu'avant, c'était presque fastoche, c'était presque une évidence. Alors que maintenant, ils s'accordent à dire, bon, on peut pas se prononcer, on peut pas tirer des conclusions tant qu'on n'a pas testé, en fait. Parce qu'il y a des choses à tester encore dans les EMI, et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des théories, mais les théories, elles fonctionnent, ou les hypothèses fonctionnent dès qu'on celles-ci expliquent ou rendent compte de l'ensemble du phénomène EMI. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On arrive à provoquer des OBE, cette Mhm. sensation en tout cas d'OBE, de voir la lumière, etc. Peut-être même voir des défunts, mais le reste, euh, Est-ce voilà. qu'il y a quelque chose de bien particulier vraiment par rapport à l'expérience de mort imminente, par rapport à une sortie hors du corps, voilà. On n'a pas défini tout ça, enfin, bien sûr, c'est très dur de se mettre d'accord sur tous ces termes, mais on a démarré l'émission comme ça de but en blanc. La sortie hors du corps que je vis, globalement, c'est un phénomène souvent entre la veille et le sommeil, avec cette sensation on éprouve finalement que 30% des cas, hein. Souvent on emploie sortir hors du corps comme ça et on attend de ressentir forcément une décorporation. Alors qu'en fait, on est dans le même état sans forcément sentir cette décorporation systématiquement, mais toujours entre la veille et le sommeil. Et l'observation que l'on fait dans ce type de sortie, bien souvent aux abords d'une sieste ou dans la nuit ou au petit matin, c'est une observation d'une autre réalité. Ce qui est intéressant avec les expériences de mort imminente, ce qui revient régulièrement, c'est qu'on observe non seulement des éléments de cette réalité physique, terrestre, tridimensionnelle, mais également une observation qui est liée à une autre réalité, c'est-à-dire la présence, bien souvent, d'êtres, d'un tunnel de lumière, etc. Tous ces phénomènes, toutes ces choses qui sont observées, dans ce cas-là, ne font pas partie de ce plan tridimensionnel. Est-ce que derrière, de ton côté, tu remarques la même chose dans les témoignages? Oui, c'est le propre des EMI, ça se passe en deux phases en fait. Ouais. Il y en a une qui est objectivable, celle qui reste dans l'environnement, et l'autre qui est transcendantale et qui va dans une autre dimension, mais ça c'est nous qu'on dit dimension, tu vois. C'est un tunnel, une lumière, la rencontre avec des êtres, avec des défunts, etc. Tu vois, et puis toutes ces capacités en fait, toutes ces capacités extrasensorielles ou facultés intellectuelles ou de clairaudience, de clairvoyance qui reviennent des fois, hein, des fois il les garde, hein, ces facultés-là. Mais c'est deux phases en fait, et c'est ça la difficulté, c'est qu'on a un peu tendance, pour certains ont tendance à mélanger les deux phases avec la science. Il y en a une qui peut être du ressort de la science, c'est les OBE, et l'autre qui est pas du tout aujourd'hui, avec les connaissances actuelles en science, du ressort de la science. Voilà, on peut pas mesurer quelque chose qui est invisible, tu vois. Tu parcours toute la France avec ce film. Par rapport au premier film Faux départ et aujourd'hui, justement, ce nouveau film Témoin, est-ce que tu remarques qu'il y a un engouement plus fort par rapport au sujet, dans les salles notamment? Un engouement plus fort. Je pense que les gens se sont toujours intéressés, passionnés par ces thématiques-là. Je sens que le public est un poil différent pour moi. Alors, c'est vrai il y a un public qui est le public des personnes âgées,
Mais là, le public, il est plus jeune, tu vois. Là, il est plus jeune et puis ça touche tout le monde. Et puis je vois bien qu'il y a des soignants, je vois bien qu'il y a des gens de toutes catégories confondues, si tu veux. Parce que tu sais pourquoi? Parce que cette thématique, elle touche tout le monde. C'est simple. Si on s'intéresse que ce soit toi ou moi, hein, mais si on s'intéresse aux EMI, c'est soit t'as vécu un drame, t'as vécu une EMI, dans différents contextes, soit t'as perdu quelqu'un de cher. Et tu cherches à avoir des réponses et tu te questionnes, etc. Et un petit pourcentage, c'est parce que t'es passionné par le sujet. Voilà. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, eh ben, c'est une thématique, on va dire, qui a un peu le vent en poupe et qui fait tellement de bien aussi. On se questionne. Bon, il y a des... Et là, je suis contente parce que j'arrive quand même à avoir des gens qui me connaissent très peu le sujet, qui viennent ici aussi pour découvrir, hein, lors des ciné-débats avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Il y a des sceptiques aussi, des gens qui ne savaient pas trop quoi penser ou qui doutaient un peu. Ben, c'est un nouveau public que j'ai. Et c'est un nouveau public aussi, ça je l'ai vu avec les exploitants, c'est que c'est pas des gens qui habituellement vont au cinéma. Et ils réagissent un peu comme des gens qui vont dans des conférences, qui réservent avant, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qu'on a observé. Ce que j'aime bien aussi par rapport à ton approche, tout ça, c'est que tu partages pas juste simplement les témoignages du simple ami, mais tu fais également part des expériences de mort partagées. Mais je sais qu'en tout cas de mon côté, c'est depuis notre premier échange que j'ai commencé à en percevoir, à en entendre par-ci par-là, alors qu'avant j'en avais pas entendu parler. Oui, les EMI partagés c'est fascinant parce que ça démontre que c'est pas que ces EMI ne sont pas le produit d'un cerveau en souffrance, de quelqu'un qui est en mauvaise santé, hein. Parce que les EMI partagés, c'est des gens qui sont en bonne santé et qui voient la même chose que la personne qui vit une EMI, tu vois. Donc, il y a déjà des hypothèses qui s'effondrent quand on est face à des témoignages comme ça. Et puis après, tu sais, j'ai découvert moi-même hein, qu'il y a des tas de facettes des EMI que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en faisant cette enquête. Hein. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, tu sais. Bon, je sais que l'échelle de Grayson aujourd'hui, elle est beaucoup discutée, hein. Mais pour partager un sujet par rapport à la sortie du corps avec de nombreuses personnes, on a essayé de reproduire une expérience de mort imminente, c'est-à-dire qui pouvait remplir différents points. Alors tout ça sans mettre nos signes vitaux en danger, juste par ce qu'on appelle notre plan d'action. Alors nous, expérienceurs de la sortie du corps, on émet ça dans un plan d'action en étant bien éveillé avant d'aller se coucher. Et ensuite, en sortir du corps, on doit essayer de reproduire l'expérience de mort imminente. Du moins, selon les divers témoignages, apparaître dans un tunnel, la lumière, rencontrer pourquoi pas un être, etc. Obtenir une vision à 360 degrés, parce qu'on le sait, en sortir du corps, ce n'est pas systématique. Et dans ce cas de figure, ce qui est intéressant, c'est qu'on est nombreuses personnes à avoir vécu une expérience de mort imminente, c'est-à-dire qu'elle remplissait les points nécessaires par rapport à l'échelle de Grayson. Alors je sais que justement cette échelle, elle est remise en question parce que là on remarque, et j'ai de plus en plus du coup de témoignages de personnes dans mon groupe Facebook lié à la sortie du corps, de personnes qui me disent en sortir d'un seul coup, en plein milieu de la nuit, je me suis programmé, je me suis retrouvé dans un plan de lumière. J'avais cette fois-ci une vision à 360 degrés, je n'avais plus de corps, j'étais pure conscience. D'un seul coup, un être est venu à moi, etc. Et on retrouve donc du coup beaucoup d'éléments qu'on retrouve justement dans les expériences de mort imminente. Chose intéressante, c'est que nos signes vitaux à ce moment-là ne sont pas engagés. Alors, est-ce que de ton côté, je sais que tu as cherché beaucoup de témoins, de témoignages, est-ce que tu avais entendu parler de tout ça? Oui, 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 oui. La lumière, pas toutes les étapes, hein, mais oui, oui, ça j'ai entendu, mais c'est très rare. Ce que je m'étais posé comme question aussi, c'était pourquoi on y répond dans le film, hein, mais pourquoi quand on provoque des OBE et qu'on fait des tests, ça marche moins bien que que les OBE se font dans un cadre de mort imminente, tu vois. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est intéressant. Ça, on en a parlé au cinéma. Je me posais toujours la question par rapport à cette expérience des fans de Young, où justement, bon, je vais pas rentrer dans le détail de l'expérience, mais on remarque que Mhm. l'observateur, en l'occurrence dans le cadre scientifique, médical, c'est un appareil qui permet de mesurer telle ou telle chose, d'observer telle ou telle chose. Bah, à chaque fois, on obtient un résultat différent selon qu'on place cet observateur ou non. Alors, ouais, effectivement, c'est quelque chose de très particulier.
C'est à se demander si justement un jour on arrivera à savoir ce qui se produit réellement par rapport aux expériences de mort imminente. Je sais pas s'il y a une force divine, une intelligence divine qui se joue de Oui, nous c'est par ça. rapport à tout ça, qui s'amuse à dire, OK, tu veux savoir de cette manière, mais tu sauras toujours pas. Exactement, parce que franchement, là, le dispositif dont on évoque à la fin du film, franchement, si avec ce dispositif qui met tout le monde d'accord, hein, sceptique, non sceptique, Ouais, etc., se met en place et que du jour au lendemain, parce que c'est basé aussi sur le fait que 18 à 20% des gens qui font des arrêts cardiaques ou dans le cadre d'opérations, ce que tu veux, font des EMI, que là, d'un coup, il y a plus de EMI. Là, je me poserais la question. Là, je comprendrais que oui, oui. il y a quelque chose de très, très, très puissant qui veut pas qu'on sache. Ouais. Et un peu comme, tu vois, genre la philosophie de Jésus qui dit, ben, heureux celui qui croit sans voir. Hein. Ben, là, je retiendrai ça. Allez, à la fin, pas chercher à prouver. Occupez-vous d'une autre facette des EMI, des transformations, de ce qu'elles nous apprennent comme ça, c'est Ouais. spirituellement, quoi, tu vois. Voilà, parce que là, ça serait fort quand même. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi, Sonia. Alors, du coup, c'est très personnel. Et là, on s'intéresse au caractère subjectif de l'expérience de mort imminente. Quel est ton avis? Vraiment, Ah, profond, intuitif. C'est-à-dire pas juste basé, voilà, je sais que par rapport au film, tu essaies de te montrer neutre, mais moi, j'essaie de tirer un peu plus. Quel est non ton avis mais, subjectif? non mais t'es sérieux là? Non mais t'es sérieux là, Romain? Ouais. Tu me poses une question comme si je vous avais mis le doute, je t'ai mis le doute dans le film parce que je suis... T'es sérieux là? Qu'est-ce que j'en pense, moi? Mais alors, faut que je te demande des précisions. Qu'est-ce que j'en pense de quoi? Alors, de la nature de l'expérience de mort imminente. Où est-ce que l'on va quelque part? Ou est-ce que, alors, est-ce que c'est créé par le cerveau? Voilà. Est-ce que D'accord, ah, l'expérience, tout d'accord, ça, ok. est Alors, totalement écoute, juste créé par le cerveau, par exemple? ah d'accord, voilà, parce que il y a plusieurs questions qu'on me pose. Qu'est-ce Ah, que vous c'est en sûr, oui. pensez-vous d'une vie après la mort? Pensez-vous que la conscience est non locale? Est-ce que vous pensez... C'est pour ça que je te demande des précisions, tu vois. Ouais. J'en posais Donc, deux. Est-ce que la conscience est non locale? Donc, en gros, est-ce que l'expérience est créée par le cerveau? Et est-ce qu'il y a un au-delà? ok. Alors, je vais te répondre pour les EMI. Pour si la conscience peut fonctionner indépendamment du cerveau, c'est ça, hein? Mhm. Ben écoute, ce que j'en pense, c'est que jusqu'à présent, je pensais ça. Je pense ça. Mais je suis ouverte à l'idée, parce qu'avec tous les témoignages que j'ai eus et toutes les recherches que j'ai entendues, etc., je suis prête aujourd'hui à dire que la science peut encore découvrir des trucs, peut encore faire des découvertes, mais qui peuvent encore nous surprendre. C'est-à-dire qu'il faut rester D'accord. ouvert à pas ce qu'on croit, tu vois. On reste bloqué sur nos positions, un peu qu'on nous a quelque part un peu soufflé, hein, la non-localité de la conscience, etc., ou je ne sais quoi. Euh, je suis ouverte à autre chose. Je reste ouverte. J'ai appris à être ouverte. Et je vais te donner un exemple. Admettons, tu te souviens du protocole de Blanc, enfin, non, c'est pas un protocole, c'est une observation d'Olaf Blanc. Tu sais, avec la neurostimulation Oui. qu'il a fait par hasard, il a stimulé une zone du cerveau. Alors, en gros, on Bon, stimule une partie du voilà, cerveau et ça provoque, voilà, une décorporation. voilà, exactement. Donc là, Olaf Blanc, à l'époque, il a dit, ben moi, pour moi, mon hypothèse, ben là, ça prouve que c'est peut-être une hallucination, un dysfonctionnement cérébral, etc. Quoi, tu vois. Ok. Maintenant, j'avais déjà évoqué j'avais déjà posé cette question à l'époque au colloque de Marseille. J'ai dit si vous stimulez le gyrus angulaire et que la patiente, ben, vous lui mettez un objet hors de son champ de vision derrière et qu'elle voit, c'est quoi la conclusion? C'est une hallucination ou pas? Tu vois, Intéressant. c'est super intéressant. Ça veut dire que Et j'ai même plus loin aussi, parce que dans le sens propre de l'hallucination, alors ça c'est un autre chercheur, mais je crois que c'est en Suisse, mais je veux pas te dire de bêtises par ouais, rapport au nom, mais j'ai ouais, traduit un article récemment, il disait que justement par rapport au sujet des expériences de mort imminente, on peut pas à proprement parler d'hallucination parce qu'une hallucination se vit normalement les yeux ouverts, déjà. mm. Donc les yeux fermés, on a notre Exactement. vision, Oui, déjà. exactement. Déjà, voilà. Mais on revient à ce que je te dis. Hmm. Tu stimules le cerveau et puis tu peux voir à distance ou tu peux voir un objet, décrire un objet réel, mais qui est hors de ton champ de vision. Et est-ce que c'est une hallucination ou pas? C'est pas une hallucination Hein. et pourtant tu stimules le cerveau. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis que je reste ouvert maintenant à d'autres possibilités qui peuvent nous apprendre beaucoup et c'est très excitant comme truc, hein. Mais j'ai appris à être ouverte. Voilà. J'ai appris à être ouverte et dire bon, on va pas on va pas rester bloqué sur nos convictions, nos croyances qu'on nous a dit, etc. Mais tant que ça explique l'ensemble du phénomène EMI,
il faut faire confiance et puis continuer à suivre ce qui se passe, quoi. Parce qu'il y a certainement des gens qui vont faire de la recherche sans préjugés et un jour qui vont nous dégoter des choses, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais, de toute façon, au final, il n'y a pas besoin forcément de cloisonner la science d'un côté et j'allais dire l'ésotérisme, la Et pareil pour spiritualité. les autres, hein. Et pareil pour les Voilà. autres, on le sait que de tout temps, en fait, même à l'époque, potentiellement, ça marchait main dans la main. Hein. Bien sûr. On pouvait être théosophe, prêtre, moine ou peu importe, et en même temps scientifique, on le sait. Ouais. C'est ça. Mais tu vois, l'idée de réunir science et spiritualité ou science, Mm. conscience, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis certaine, j'ai tout convaincu, en fait, qu'il faut travailler ensemble, quoi. Et Voilà. Et alors, que, un clan contre l'autre. Et puis, la deuxième question, ce que je là, crois me demander, exactement. voilà, en fait, je te dirais que c'est une question presque un peu comme on dit quand il dit que c'est philosophique, tu vois. Mm. Pour moi, c'est presque pas un non-sens, mais ça serait insensé, il y aurait pas de sens en fait de dire que ça n'existe, qu'il n'existerait rien, tu vois. C'est comme la réincarnation. Ouais. Voilà. Quel est le sens à tout ça si on n'avait qu'une vie? Et que t'as une vie, mais tu meurs à la naissance, ou que t'as pas la chance de vivre dans un pays développé ou industrialisé, que tu tombes t'as la famine, tu vois, ça serait horrible, quoi. Ça n'aurait pas de sens pour moi Ouais. de vivre qu'une seule vie, tu vois. Et c'est comme le fait de vivre et puis que tout s'arrête, voilà. Moi, j'ai cette conviction depuis gamine, mais ça, c'est une conviction qui me fait vivre et je vis très bien avec. Je veux dire, j'ai plus de problème par rapport à ça, parce que je me posais des questions existentielles et j'ai eu mes réponses. Mais après, je suis quelqu'un qui s'intéresse à la science, je suis une passionnée, j'aime bien comprendre, j'aime bien analyser, non pas pour pouvoir histoire de convaincre, mais par intellectuellement, quoi, au moins, et puis pour comprendre. Parce que Mm. je suis sûr qu'on a beaucoup à apprendre, et c'est pour ça que je soutiens et que j'encourage, la recherche à s'emparer du phénomène EMI. Et il vaut mieux que ce soit eux, même s'ils nous titillent des fois, tu sais, avec les zététiciens, avec les Ouais. garde-fous et tout, parce que je préfère que ce soit eux, que ce soit récupéré par des dérives sectaires, tu vois. D'accord. Et ça, il y a pas photo avec moi, pour moi. En produisant ce film, en réalisant ce film, je sais que tu as fait appel à différents témoins. Je sais que tu as reçu de nombreux témoignages et ça depuis maintenant de nombreuses années. Est-ce que tu arrives encore aujourd'hui à ressentir des émotions qui viennent te chambouler? Il y a beaucoup d'histoires qui se ressemblent plus ou moins, mais est-ce que certaines histoires, notamment par exemple par rapport au film, t'ont bouleversé? Ah oui. Ah ben non. Bah, évidemment. Et tu vois, et d'ailleurs, tu sais, à chaque fois, je suis frustré parce que je suis obligé de couper. À chaque fois, je suis obligé de mettre un témoignage de côté parce que je peux pas tous les mettre. Et je dois faire des choix en fonction de la ligne de conduite, l'axe du film, tu vois. Je me suis appuyé sur mon livre, comme tu le sais, hein, c'est pour ça que tu m'avais reçu il y a quelques années, si cela vous arrivait. Il y a une base de témoignages qui est là, et il y a une base dans le livre que j'ai pas pu mettre dans le film, par exemple, et qui sont très très forts. Après, il y a ceux que j'ai recueillis après. Et on pense peut-être des fois on manque d'humilité, on dit, oh, on a tout entendu dans les EMI. Eh ben, la vie, elle te dit, tac, elle te met sur le chemin un témoignage où tu pleures. Et tu réussis encore à être ému, parce que tu as un témoignage qui te bouleverse, quoi. Et j'arrive encore à être bouleversé et à être ému. Et dans le film, ouais, tous, ils ont quelque chose. Tous, je pense que les gens qui vont voir le film, ils vont s'identifier à un des, 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 des nombreux témoins qu'il y a. C'est obligé. Ouais. C'est obligé. C'est tellement diversifié quelque part. C'est tellement une histoire très particulière que tu ne peux être que touché, quoi. Tu vois. Et c'est ce qui se passe. Toi qui suis tous ces chercheurs que tu présentes d'ailleurs dans le film, tu les suis depuis maintenant de nombreuses années également. Est-ce que tu as remarqué que même chez eux, il y a déjà une évolution par rapport à la manière de voir le phénomène? Ah, ça, Parce c'est que là, on a certain. parlé de toi de ton côté, ta vision qui change, mais forcément, j'imagine que de l'autre côté, c'est la même. Mais évidemment, mais j'ai été surprise. J'ai été surprise et j'ai fait dans le sens de le faire découvrir, quoi, le film. Tellement que je savais que ça allait surprendre parce que on a des personnalités en Europe qui sont reconnues pour être très 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 virulents, très Ah, sceptiques, c'est très dur, très ouais. durs, ouais, très Tous. durs, tu vois, très très carrés, quoi, presque fermés, hein. Et on se disait c'est pas possible, quoi. Et puis finalement, tu vois, Et ça fait du ouais, bien, en fait. C'est là qu'on voit que, je le dis pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film, allez-y, franchement, parce que
on peut voir vraiment que il y a le rapprochement qui se fait petit à petit, hein. Il y a un rapprochement et arrivera, et on l'espère vraiment de tout cœur, si cette intelligence-là derrière ne se joue pas de nous, ne s'amuse pas avec nous, bah, on espère qu'à un moment on trouvera une forme de consensus. Oui, absolument. Mais non, mais ça me fait plaisir ce que tu dis parce que t'es pas le seul en fait. Et à la fin, tu te demandes qu'est-ce qui a fait le plus de bien. Si c'est pas le retour, si c'est pas l'ouverture de certaines personnes qu'on considérait comme très fermées et qui montrent cette ouverture là et bien sûr les témoignages, mais pour ceux qui avaient des doutes et tout, ça surprend beaucoup. Ouais. Voilà. On voit que c'est un sujet qui s'ouvre à l'international aussi, hein, parce que bon, même si ça a toujours existé de tout temps, on voit que d'un point de vue médiatique, dans plusieurs endroits du monde, on en parle. Il y a même des émissions sur le sujet où on invite différents témoins et tout ça. Donc là, je vois qu'effectivement, avec l'ère d'Internet, j'imagine que pareil, toutes ces vidéos vont être reprises. Moi-même, je traduis de nombreux articles sur le site Face Today, donc un site à l'initiative de Michael Raduga, spécialiste de la sortie du corps et de tous ces phénomènes. Donc, on s'intéresse vraiment à la conscience de manière générale. Et on remarque effectivement que à l'époque, par exemple, quand on parlait d'expérience de mort imminente, tout de suite, on voyait une expérience systématiquement magnifique. Et là, on peut le voir dans le film, c'est pas toujours le cas. On parle de plus en plus aussi de ces expériences de mort imminente dites négatives. Alors, ce qui est intéressant, souvent, moi, je vais juste exprimer sans rentrer dans les détails, hein, pour pas spoiler. Lors de la diffusion, il y avait une des témoins qui a été présente et justement, la question qui a été posée, c'est par rapport à un moment, à une expérience de mort imminente dite négative. La personne dans le film a raconté une expérience vécue qui lui a fait un peu peur, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autre témoin dans le film qui était présente, elle a dit, moi, c'est marrant parce que cette expérience, je l'ai vécue et pour moi, c'était vraiment plaisant. Alors là, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on arrive maintenant de plus en plus dans les témoignages à la notion du caractère vraiment subjectif de ce que l'on vit par Exactement. rapport à nos prismes. Est-ce que derrière, ça a été évoqué, notamment même par les scientifiques, hein, qui s'intéressent à ça, cette notion que dans cette expérience, on est amené à voir cette expérience à travers nos filtres? Ben, c'est ce que je pensais, hein, la projection de peur, tu vois. Ben, c'est ce que je pensais. Il y a certainement ça aussi, tu vois. Mm. Mais en fait, ce qui est incroyable dans les EMI, c'est qu'on dirait que si tu crois qu'il y a un profil type, si tu crois que ça fonctionne comme ça, A plus B égale C, tu vois, on a tout faux. C'est qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, et ça va être compliqué, hein, parce que il y a trop d'ouverture, quoi, à la rigueur, il y a trop d'entrées on peut pas savoir finalement quand ça va arriver, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il y a des cultures, même dans les EMI, les religions. Regarde, t'as des gens, ils deviennent athées, spirituels, il y en a d'autres qui sont musulmans, qui deviennent cathos qui deviennent musulmans ou bouddhistes. T'as de toutes les possibilités. Voilà. Tu peux pas faire de généralité, c'est pas possible. Par rapport à l'audience, par rapport à toutes les personnes, est-ce qu'il y a des questions qui reviennent le plus souvent dans les salles? Oui, oui, c'est incroyable et ça dépend aussi parfois des ciné-débats, mais le niveau il est très élevé. Et après bon, à chaque ciné-débat, par exemple, je pose des questions que je pose depuis 2006. Hein. Y a-t-il des gens qui ont vécu une nuit dans la salle? Et puis après je demande s'il y a des soignants. Donc il y a aussi toujours des soignants dans la salle et qui nous font partager parfois quand ils osent, hein, leur propre expérience aussi avec les patients qui ont vécu des EMI ou pas. Et franchement, des fois, ça a été très bouleversant. Et ce que je retiens, c'est un espace où il y a un respect, où les gens s'écoutent. Et qu'importe leur statut, ils sont tous mélangés, ils sont dans la même salle, et puis ils s'écoutent. Experienceurs, soignants, personne lambda, tout ce que tu veux. Et c'est incroyable le respect qui règne dans ces moments-là. C'est un espace hors temps, et c'est vraiment chouette, quoi. Merci beaucoup Sonia pour cet échange. Merci de nous avoir mis l'eau à la bouche pour toutes les personnes qui n'ont pas encore vu le film, hein. Encore une fois, je vous encourage à aller voir, faire un tour sur Internet. Tu nous donneras peut-être un lien justement que je pourrais mettre Oui, il y a le site du film, et puis après, il faut pas hésiter, hein, aller sur Allociné pour voir toutes les projections des ciné-débats, etc. Enfin, surtout des séances. Hein. Les ciné-débats, on le voit plutôt sur le site internet de témoins, mais toutes les séances, les projections à venir du film. Allez le voir et n'hésitez pas ensuite à revenir, mettre un commentaire en description sous cette vidéo pour encourager toutes les autres personnes qui ne l'ont pas encore vu,
dire ce que vous avez pensé également du film. Ce sera très intéressant, justement. Ça permet de voir la météo par rapport à ce phénomène vraiment merveilleux, enfin merveilleux pour certains, un peu moins pour d'autres, mais extraordinaire du moins. C'est vraiment quelque chose de fascinant. Et voilà, pour toutes les personnes, j'en profite en même temps, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore lu, j'ai sorti donc mon livre Sortir du corps, une expérience à votre portée, un voyage multidimensionnel qui peut changer votre vie. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas lu, je mettrai également un lien sous la description. J'y évoque des théories par rapport au phénomène. Également, je partage des protocoles pour ceux qui souhaitent vivre l'expérience, mais surtout pour quelles raisons vivre l'expérience, quels bienfaits on peut tirer de la pratique, parce que c'est avant tout ce que j'ai envie de mettre en avant par rapport à tout ça. Je te remercie infiniment, Sonia, pour cet échange, pour ce film, pour le travail que tu fais par rapport aux expériences de mort imminente. Est-ce que tu aurais un mot à partager pour la fin? Merci Romain, merci. Et puis j'ai envie de dire que c'est vachement encourageant, ça donne plein d'espoir pour la suite et de voir que l'engouement des gens, je suis très touché, voilà. Donc merci. Merci beaucoup, à très vite.